Et donc, deuxième match que je voulais aborder, c'est celui de Minnesota contre Phoenix, qui a été un match, là encore, le score final ne reflète pas totalement à quel point le score a pu être intéressant ou pas. À quel point le match a pu être intéressant ou pas, mais pour moi, il a été. Et je pense que l'histoire de ce match, bon, vous l'avez vu, c'est Anthony Edwards qui met plein de tirs, mais je crois que ça en raconte aussi beaucoup tactiquement, et parce qu'en effet, même tactiquement, c'était ça, l'histoire du match. C'est pas qu'un truc de narratif, c'est pas qu'un truc de highlight ou autre, ou de gros moments de playoff, non. Même tactiquement, en fait, c'était là, ça se jouait là, et notamment, on en avait parlé dans les previews, le côté, les Suns, ils ont du mal à protéger le panier, donc la clé, ce sera à quel point Anthony Edwards peut driver au panier. Parce que lui, quand il veut, il peut être magnifique pour aller au panier. Donc, il y a un truc à faire là-dessus. On en a parlé dans la preview, si ça vous intéresse, je pense qu'elle est toujours d'actualité, donc allez regarder et allez écouter, pardon, si ça vous intéresse. Mais oui, c'était un point clé, et pour le coup, Frank Vogel est sorti sur ce match 1, tout début de série, et Phoenix savait que c'était un point clé. Qu'est-ce qu'a fait Phoenix ? On a structuré le terrain de telle sorte à ce que on essaie de boucher au maximum l'espace. Et donc, si vous allez voir ce match-là, et notamment les possessions de Anthony Edwards, dès qu'il a la balle, en fait, on a... Alors déjà, sur les écrans, on switch, mais on switch en restant un peu longtemps sur Edwards. C'est-à-dire, ok, on change, mais bon, pendant une seconde ou deux, on reste à peu près à deux, quoi, sur l'écran. On essaie un peu de traîner sur cet écran-là, parce que voilà, on sait que c'est pas non plus un passeur absolument fantastique à faire la touch pass, qui va réactivité de fou et tout. Il aime bien avoir la balle aussi, donc cette petite seconde et demie ou deux de latence, c'est pas lui qui va la punir, Anthony Edwards, pas tout le temps en tout cas. Donc on avait ça, plus surtout, on avait, comme dit, les Phoenix a essayé de structurer le terrain tout autour de Edwards pour l'empêcher de driver. Et donc, notamment, en début de match, vous voyez donc son défenseur qui est très proche de Edwards pour un peu lui mettre la pression et être très haut sur lui, quoi, finalement, plutôt que de se tenir très loin. Donc on a ça, plus quelqu'un dans le gap, comme on dit, donc en tête de raquette. On avait Eric Gordon, on avait, Devin Booker, ou des mecs comme ça qui étaient pas loin, en fait. Et donc, si Edwards commence un peu à driver vers là, il suffit de se décaler un tout petit peu d'un pas, de mettre la main, et puis on le gêne, en fait, sur son drive, très simplement. Il y avait aussi, en deuxième rideau, un Kevin Durant, ou des joueurs comme ça qui venaient boucher le terrain aussi. Et ce qui fait que sur la première mi-temps, pour moi, l'histoire du match, c'est qu'on bouche le terrain, et que Edwards, il n'y arrive pas tant que ça. Il y a 2-3 passes qui sont même envoyées directement sur un joueur des Suns, parce que voilà, il a un mec sur lui, un mec au niveau de la tête de raquette, un mec qui l'attend aussi dans la raquette, parfois un peu plus bas, sachant qu'aussi on avait, comme dit, Kevin Durant qui sur des actions venait juste sur le pick and roll, il s'occupait de l'intérieur. Donc ce qui fait que quand à l'intérieur qui essaie de plonger au panier, il y a Kevin Durant qui le réceptionne, ce qui fait que Nurkic pouvait aussi rester sur le ballon. Et donc il y avait 2 personnes sur le ballon. Il y avait le défenseur d'Edwards plus Nurkic. Donc il y a ça aussi. Ça a créé pas mal de turnovers, ça a créé des mauvais tirs. Et bon, finalement, on arrive aussi à un point un peu philosophique de comment est-ce qu'on arrive à battre un schéma en play-off. En fait, il y a deux manières. Et ça va vous rappeler peut-être un podcast que j'avais fait sur les casseurs et les terrasseurs de défense, ceux qui arrivent à casser la défense, à créer du chaos, ou alors ceux qui juste scorent par-dessus. C'est un peu ça. Alors, en play-off, il y a un peu cette double philosophie de comment est-ce que tu peux battre une défense. Soit tu la casses, soit tu la terrasses. Soit tu arrives à la briser, à briser le schéma et à passer, à contourner l'obstacle. Soit tu dis, ok, vous voulez que je prenne ce tir, je le prends et je vais le mettre. Voilà, c'est un peu les deux philosophies qui existent sur comment est-ce qu'on fait pour battre une défense. C'est est-ce que j'arrive à passer outre le schéma, j'arrive à le casser, à le briser et à les faire sortir du schéma. Soit je reste dans le schéma, mais toi tu veux que je prenne ce tir, ok, je le prends, mais je le mets. Et pour moi, ça a été ça, l'histoire de ce match avec Anthony Edwards, parce que les Suns ont continué à vouloir quadriller le terrain autour. En début de match, ça a été une grande réussite. On a vu même Anthony Edwards commencer à s'ajuster. Notamment, je pense à une séquence où il donne la balle. Du coup, il lâche très vite la balle plutôt que lui-même de jouer le pick and roll. Il lâche la balle à Karl Anthony Towns, pardon. Il lâche la balle à 4 en tête de raquette et puis il coupe au panier. Et donc là-dessus, quand t'es off ball, le Phoenix n'est pas aussi prêt. Voilà, tu vas pas quadriller le terrain autour d'un joueur off ball, à moins que ce soit Stephen Curry. Mais du coup, sur un cut-off ball, il était un peu plus libre, et donc il donne la balle à 4, et ensuite il coupe au panier, il a la balle. Ok, premier ajustement. Deuxième ajustement aussi, que j'ai beaucoup aimé, c'est en transition, notamment. Il remonte en transition. Il sent que
Il a déjà vu, hein. Je crois qu'en tout début de match, Eric Gordon, sur une transition, vient le gêner, donc il peut rien faire. Sur une transition un peu plus tard, il sent qu'il y a l'aide qui vient, qu'on essaie un peu de faire le mur en transition, qu'on essaie un peu de le gêner. Et là, spin move magnifique pour avant que l'aide ne puisse venir boucher le terrain et l'empêcher d'avancer. Spin move, il va au panier. Je crois que c'est l'action où, vous savez, il fait quasiment un dunk, il se fait contrer, mais derrière, il y a un rebond offensif de Towns, je crois. Cette action-là qui a failli être mythique avec le dunk. Bref, donc lui-même a fait quelques ajustements qui étaient très bons, mais c'était pas, comme dit, hein, c'était pas que des ajustements pour essayer d'éviter l'obstacle et de casser le schéma. En fait, le schéma n'a aussi pas marché parce que très simplement, il a mis les tirs que Phoenix voulait concéder. Et notamment la deuxième mi-temps, en fait, c'est totalement ça. Le festival de deuxième mi-temps, c'est totalement ça. Si vous regardez au final, il va pas au panier, Edwards, en deuxième mi-temps. Les paniers, allez-y, hein, regardez-les, il va pas tant que ça au panier. C'est juste que il prend la balle, il y a le terrain qui se bouche autour de lui, la défense se resserre autour de lui, mais que se passe-t-il ? Lui, c'est pas grave, ok, tu veux me limiter et me laisser dans mon spot à mi-distance, pas de problème, je les mets. Je mets les tirs. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment l'histoire de ce match parce que, il n'y a pas eu d'ajustement en fait. Il y a juste eu du shot-making. Il n'y a pas eu la créativité tactique ou autre pour dire non, il faut qu'on évite ce schéma. Non, ok, tu veux me proposer ce schéma, je reste dedans, mais par contre, je le bats avec le tir que tu veux me donner, je le prends. Et c'est ce qui fait que on a eu un peu un festival de shot-making à mi-distance, qu'on a eu un peu d'un festival parfois aussi sur des pull-up à 3 points ou des trucs comme ça. Et au final, la défense de Phoenix, elle n'a pas été si atroce que ça, je trouve. En tout cas, sur les séquences sur Edwards. Elle a bouché le terrain, elle a essayé de limiter les dégâts. C'est, entre guillemets, juste. Juste que Edwards a mis ses tirs. Après, si on se projette, est-ce que Edwards pourra mettre ses tirs tout le temps ? Je ne suis pas sûr, en tout cas pas avec cette fréquence. Après, c'est Edwards en playoff, on ne sait pas. Il a toujours été fantastique, fabuleux, Michael Jordan. Donc peut-être que Edwards, qui est à 40% en carrière à mi-distance, il va être à 60% sur la série. Hein, pourquoi pas ? Moi, je pense pas. Je pense pas avec cette fréquence, mais peut-être qu'il peut les mettre juste assez pour que ça marche. Et puis, conséquence aussi de tout ça, c'est que au bout d'un moment, en deuxième mi-temps, après le troisième quart-temps, quatrième quart-temps, Phoenix commence un peu plus à s'ajuster. Et donc, à la place de simplement quadriller le terrain autour d'Anthony Edwards, du coup, ils se mettent à être un peu plus agressifs. Et même vraiment plus agressifs. Donc voilà, ça a aussi été un bon ajustement. C'est que du coup, si tu fais un schéma où tu concèdes un type de tir et Anthony Edwards les met tous, tu t'ajustes. Et donc, tu essaies d'être un peu plus agressif pour le faire lâcher la balle. Mais conséquence directe, quand tu le forces à lâcher la balle, c'est que tu mets beaucoup de personnes sur le ballon. Et donc, ça libère des tirs ailleurs, quoi. Ça libère pas mal de tirs à 3 points un peu ouverts de Naz Reid, de Nickel Alexander-Walker, etc. Donc voilà. Il a été tellement bon que finalement, Phoenix a été obligé de s'ajuster, de pas juste quadriller le terrain et boucher les espaces. Non, ils ont été obligés de sortir sur Edwards, ce qui a créé aussi pas mal de circuits de passe, évidemment, dans le dos ensuite de la défense. Qu'est-ce que j'oublie ? Oui, bonne séquence de jeu avec Towns, qui a été plutôt pas mal. Et comme dit, c'est un peu l'intérêt de son profil, c'est-à-dire c'est pas forcément un créateur à haut volume, je pense pas, parce que voilà. Mais par contre, ça offre un peu de diversité. Et c'est exactement ça qu'on a eu sur ce match-là avec Towns au poste bas. C'est quasiment un mismatch. En tout cas, c'est un match-up où la défense est un peu obligée de réagir. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et ça a créé quand même 4, 5, 6, 7 séquences de jeu où soit il va au panier et il va scorer, il attaque Kevin Durant, soit il fait des passes et dans le dos, je crois que j'ai en tête un dunk de Rudy Gobert qui coupe dans le dos. Je crois que j'ai une séquence de passes où ça fait extra passe, ça va trouver le corner à 3 points de l'autre côté. En deuxième mi-temps, du coup, que fait Kevin Durant ? Il essaie de faire un front, de passer devant au poste bas pour empêcher d'avoir la balle, mais ça marche pas. Bref, on a eu plein de trucs comme ça et finalement, cette source d'attaque un peu secondaire, elle a pas mal marché. Et elle marche d'autant plus que Phoenix aime bien, ne pas jouer gros, en tout cas pas partout. Et pour moi, Kevin Durant au poste 4, typiquement là où il est très bon, c'est l'aide off-ball, le volume off-ball et les rotations deuxième rideau avec sa longueur, etc. Mais par contre, pour moi, c'est une bonne idée de l'attaquer frontalement un peu sur le côté puissance où juste t'envoies la balle au poste bas à Towns
et il y a Kevin Durant qui est dessus, il est un peu moins costaud tout de même, donc il y a de quoi faire. Et si ça déclenche des aides, Towns, il a le passing, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on a vu. Bon point aussi, côté attaque des Timberwolves, que j'ai pas mal aimé. Et donc, pour passer un peu sur Phoenix, un point qui m'a un peu déçu, c'est... Enfin, déçu. Il y en a un, je m'y attendais, un, je m'y attendais pas. Celui auquel je m'attendais, c'est le côté, on n'est pas capable d'aller au panier, ou en tout cas, on n'est pas capable d'être efficace au panier. On n'est pas sur une armada, hein, comme dit. Hein. Allez, écoutez la preview si ça vous dit, ou alors écoutez l'hebdo. On en a parlé toute la saison, mais on est plus sur des jump shooters que sur des drivers. Et donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu une très mauvaise efficacité au panier. On n'a pas eu en fait un impact au panier. C'est ça qui est le plus dommage. Et on est habitué avec ces Suns, c'est beaucoup de shot making un peu plus loin du panier, mais assez peu de drive. Je pense que le premier que je pointerai du doigt, c'est Durant, évidemment, qui avec les années, avec l'âge, devient de plus en plus un spécialiste du pull-up à mi-distance. Et comme dit, hein, parfois il le met, et parfois il le met pas. Et ok, bon, souvent il va les mettre, mais ça crée plus une aussi grande synergie dans le jeu, quoi. C'est c'est une identité un peu statique, quoi. Pour le coup, c'est je reste un peu à mi-distance, pull-up à mi-distance, et voilà, quoi. Et soit je le mets, soit je le mets pas. Mais ça crée rien dans le jeu, quoi. Donc ça, Kevin Durant, Booker n'a pas fait un gros match, pour le coup. Lui, je m'attendais un peu à mieux, notamment sur la gestion des pick and roll et sur comment est-ce qu'on peut un peu plus disséquer une défense. J'ai beaucoup aimé Bradley Beal, qui lui est le meilleur driver des trois, sans doute, et qui a fait pas mal de choses, j'ai trouvé. Donc voilà, le côté au panier, ça manque beaucoup. La présence au panier et l'efficacité au panier, ça a beaucoup manqué. Après, il y a un autre aspect sur lequel j'ai été surpris un peu négativement, parce que d'habitude, c'est une force, c'est le rebond offensif. C'est vraiment le rebond offensif. D'ailleurs, sur ce match-là, Minnesota, eux, en ont pris beaucoup des rebonds offensifs, donc voilà, ça n'aide pas. Mais de l'autre côté, Phoenix en a pris très peu, alors que c'était, en saison régulière, une de leurs cartes spéciales. Pas tout le temps, mais parfois, ils pouvaient jouer cet aspect-là et être très bons. Là, le problème, et c'est ce qu'on avait dit un peu dans la preview, c'est à quel point est-ce que Minnesota, qui est une très bonne défense de demi-terrain et du rebond, à quel point est-ce qu'ils peuvent pas un peu annihiler cet aspect-là, ils l'ont fait. Voilà, très simplement, ils l'ont fait. On n'a pas eu du tout beaucoup de rebonds offensifs côté Phoenix, donc on n'a pas eu multiplication des deuxièmes chances et ainsi de suite. La défense des Timberwolves était là, elle était présente et elle a été très bonne. Donc de ce côté-là, pas de rebond offensif, sachant que, en plus, Josh Okogie n'a joué que les minutes de garbage time, alors que lui aussi, c'est aussi un moteur d'habitude de ce rebond offensif. Mais voilà, c'est un peu... on n'est pas non plus surpris, parce que la défense de Minnesota est quand même élite, et pour une raison, ils sont forts partout, en fait. Hein. Ils sont forts au poste de pivot, ils sont forts dans le périmètre, ils sont forts sur la défense on-ball. Donc ça a plutôt pas mal marché, hormis comme... quelques séquences de Bradley Beal qui arrivent à attaquer un tel ou un tel, hormis du shot-making pur de Durant sur certains pull-ups, certains trucs comme ça, où en effet il les a mis, hein, mais comme dit sur la globalité du match, il ne crée pas non plus beaucoup de jeu en soi, ça se finit par un pull-up ou rien du tout, quoi. Donc on a ça. Après, avec Phoenix, je trouve que il y a des fois, on voit un Phoenix magnifique. Non pas qu'il en ait de ses cendres, mais on voit un Phoenix qui est très bien huilé. J'ai en tête une possession, un Spain pick and roll où on arrive totalement à berner la défense, parce qu'on a d'un côté donc un Spain, Bradley Beal, qui utilise un pick and roll, et le Spain, en fait, c'est un deuxième écran qui vient bloquer le défenseur du rollman, de celui qui plonge au panier. Bref, un pick and roll à 3, si vous voulez, grosso modo. Et côté faible, on a Booker et Kevin Durant. Ce qui fait que côté faible, on a totalement la défense qui est occupée, donc ça peut pas aider au panier. Et sur le Spain en question, on a Gobert qui sort sur Bradley Beal, parce que Beal fait semblant de prendre le pull-up, et donc ça nous libère un magnifique lay-up totalement ouvert, hein, pour Nurkic au panier. Enfin voilà, je ne vais pas tout décrire, mais on a quand même quelques bonnes séquences comme ça, mais je reste quand même sur ma faim. Et sur la suite de la série, je me demande premièrement à quel point est-ce que la créativité tactique va pouvoir être un peu améliorée. On a quelques séquences aussi, hein, pas Bradley Beal, de Devin Booker qui ressort un peu, qui démarre dans la raquette, qui remonte et qui curl ensuite au panier, ou des choses comme ça, où on le met un peu en mouvement, on le met un peu dans la situation, il peut lire le jeu et faire la passe, soit je fais la passe au rollman, soit je ressors à 3 points s'il y a l'aide qui vient au panier, etc. Mais voilà, globalement, à quel point est-ce que la créativité tactique peut un peu être améliorée, à quel point est-ce que juste le shot-making peut pas aussi être amélioré, à quel point est-ce que le rebond offensif peut pas devenir un peu plus un facteur. Peut-être qu'on pourrait se permettre de réutiliser Josh Okogie, ou de juste d'attaquer à beaucoup plus, donc c'est aussi un point.
Et puis à quel point est-ce que le drive et l'absence de drive est quelque chose qui peut être amélioré ou pas, sachant que Phoenix n'est pas top dans l'exercice et que de l'autre côté, voilà, j'ai même pas détaillé, mais la défense de Minnesota, elle est quand même excellentissime et elle a été très bonne. Donc voilà. Parce que eux, les drives ou les tirs au panier, parfois, ils en ont concédé quelques-uns, alors pas des tonnes, mais par contre, il y a full de monde au panier, quoi. Il y a full de monde au panier, ça défend plutôt pas mal et c'est compliqué de les mettre, les tirs au niveau du panier. Qu'est-ce que j'ai manqué ? Je crois que c'est à peu près tout pour ce match. Je crois que c'est à peu près tout. Ouais. Ah si, beaucoup de turnovers, je crois. Ça m'a pas beaucoup plu, ça. Beaucoup de turnovers côté Phoenix, notamment. Minnesota en a fait pas mal aussi, mais voilà, ça devient compliqué côté Phoenix parce que si t'as pas beaucoup de secondes chances au niveau du rebond, si tu perds en plus des balles au niveau des turnovers, ça commence à être un peu limite. Alors, petit rajout au montage dans le flow de l'enregistrement, j'avais oublié. Non, point clé pour moi qui pourrait être intéressant, ce serait de jouer plus souvent avec des configurations un peu de small ball de facto, mais surtout pour le shoot en fait. Parce qu'il y a pas mal de fois où sur un pick and roll, forcément on a le défenseur du porteur de balle plus Rudy Gobert qui est en drop. Or, quel est le problème là-dessus ? C'est que Minnesota est capable donc de garder 2 défenseurs sur le porteur de balle. Donc sur Bradley Beal ou sur Devin Booker. Pourquoi ? Parce que Nurkic, quand il s'écarte à mi-distance ou à 3 points, il n'est pas défendu. Donc c'est là où, en plus, on a vu un peu plus en deuxième mi-temps, des configurations un peu plus espacées ou avec un Royce O'Neal en poseur d'écran ou ce genre de pick and roll, ça pourrait être beaucoup mieux, je trouve, parce que au moins, ça force la défense à faire quelque chose. Soit à ne pas être à 2 sur le ballon, soit à amener un 3e défenseur dans l'action qui fait la rotation sur Royce O'Neal, qui fait le pick and pop, mais du coup, ça donne une extra passe et ça peut faire tourner pour aller trouver un autre 3 points ailleurs, ou un cut. Bref, je pense que c'est une carte à jouer et j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus jouée parce que là, actuellement, Nurkic en poseur d'écran face au drop, c'est pas non plus une menace de verticalité qui va plonger vite dans le dos du drop et mettre de la pression de cette manière. C'est pas du tout un pick and pop. Donc ouais, face à peut-être la meilleure défense de drop de NBA, peut-être qu'il faudrait arriver à trouver 2-3 trucs. Sachant qu'en plus, Nurkic, c'est pas non plus le mec qui va te défendre le panier extrêmement bien à cet âge-là et avec ses blessures, je veux dire. Donc à quel point est-ce que finalement un line-up plus petit, tu souffrirais ? Je ne sais pas, mais à quel point tu peux aussi essayer de compenser un peu plus avec le côté rotation très agressive, pré-rotation dans la raquette pour forcer la balle à aller ailleurs. Voilà, c'est pas comme si tu perdais un mec transcendant en termes de protection du panier. Donc vraiment, cette carte du 5-out qui a été un peu testée, qui forcerait à mettre Gobert sur un shooter, j'ai très envie de l'avoir parce que y a pas mal de fois où sur le pick and roll, tu te dis non, mais là, oui, évidemment, évidemment que tu as 2 joueurs sur le ballon et qui vont rester sur le ballon parce qu'il n'y a aucune raison de sortir défendre sur le pick and roll. Donc voilà, j'aimerais bien. À suivre. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.